Alors, bonsoir tout le monde. Je vous remercie d'être présent. Nous avons essayé de placer un thème, une thématique qui intéresse beaucoup. Donc, on va essayer de la développer du mieux qu'on peut. N'hésitez pas à poser des questions, soit au cours de la présentation, soit à la fin. La présentation se déroulera en environ 40 minutes. Nous allons passer une trentaine de minutes ou 25 minutes à présenter on va dire, différentes étapes, les 5 étapes pour réussir sa certification ISO. Après, on passera à la séance questions-réponses sur 10 à 15 minutes. Donc, merci d'être là. Donc, je commence tout de suite. Je vais commencer par une brève présentation du cabinet. Le Providef est un cabinet qui a été, on va dire, qui a démarré en 2013, premier démarrage. Il y avait eu la constitution de l'équipe fondatrice du cabinet. Après, en 2015, il y a eu le démarrage officiel avec la création de la forme juridique et le lancement des premières formations. Donc, les premières prestations de Providef étaient essentiellement des formations. En 2017, on a commencé l'accompagnement des entreprises à la certification au standard, avec toujours la partie euh, formation. Il y avait eu également les réalisations des études de conformité, que ce soit réglementaire ou technique. Et en 2018, nous avons lancé les activités de réalisation des projets, c'est-à-dire tout ce qui est exécution des études, donc sécurité électronique, tout ce qui est contrôle d'accès, vidéosurveillance, également détection incendie, allant jusqu'à les installations de protection incendie et d'intervention incendie. Donc en 2020, nous avons noué, nous avons, on va dire, eu un partenaire qui est venu se greffer à la structure de Providef, donc pour traiter les aspects de développement stratégique des entreprises. Donc, Growth Boosters est un cabinet qui est spécialisé dans tout ce qui est accompagnement stratégique pour le développement des entreprises, le développement des chiffres d'affaires. Alors, Providef, c'est quoi? Nos activités, c'est essentiellement l'accompagnement à la certification sur les standards ISO, les études d'impact sur l'environnement, études d'impact projet. Nous pouvons revenir sur ça si vous avez des questions par la suite. La formation sur mesure. Pourquoi sur mesure? Parce que nous étions, un peu comme vous, à des postes de responsables QSE, QHSE, et nous savons vraiment ce qu'il vous faut en termes de formation et comment faire une formation pour vous. Quatrième créneau sur lequel on intervient également, c'est les études de conception, études de conformité, tout ce qui est études d'installation. Et la partie exécution, on l'a nommée sécurité esthétique parce qu'on s'est aperçu que lorsqu'on réalise une installation sécurité, il faudrait quand même lier l'aspect de conformité à l'aspect esthétique pour que ça soit accepté par le client final. La sécurité électronique, à travers ses différents aspects, vidéosurveillance, détection incendie, les systèmes de mise en sécurité incendie, l'éclairage de sécurité, et j'en passe. Alors, c'est quoi ISO? Alors, ISO, c'est tout simplement on va dire des personnes qui ont décidé en 1946 de fonder une organisation euh, pour créer des standards. Alors, à Londres, en 1946, 65 délégués de 25 pays uniquement se sont réunis, c'est ce qu'on voit à l'image un peu en bas, pour envisager l'avenir de la normalisation internationale. C'est-à-dire, ils se sont dit qu'il faut avoir des normes internationales, des standards qui seront reconnus euh, à l'échelle de plusieurs pays. En 1947, l'ISO voit officiellement le jour avec la création de 67 pays, 67 comités répartis sur 67 pays, et c'est ce qu'on appelle les groupes d'experts. Sur la photo un peu plus haut, vous voyez le comité sous une nouvelle forme, nouvelle allure, avec plus de motivation, avec des visages souriants. Donc, c'est le nouveau comité ISO qu'on connaît actuellement. Alors, la certification ISO, c'est quoi? Alors, c'est une distinction mondialement reconnue. Il est important on va dire de penser ce concept parce que c'est une distinction déjà. Alors, une entreprise certifiée ISO ne peut pas se comparer à une entreprise qui ne l'est pas. Et mondialement reconnue, ça veut dire que vous soyez en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique,
Si vous êtes certifié ISO, vous êtes reconnu. Vous êtes reconnu en tant que quantité qui fonctionne sur un système internationalement reconnu. C'est un avantage concurrentiel, vous avez dû tous le voir, parce qu'une entreprise qui est certifiée est mieux vue au regard de ses clients, donc c'est un avantage concurrentiel. ISO, être certifié ISO, c'est avoir une organisation qui marche, qui est contrôlée, qui est suivie, qui est challengée et qui est, on va dire, mise à jour régulièrement. Donc c'est une organisation interne efficace, efficiente, qui délivre des résultats. Et tout ça se produit par une performance financière. Ça, vous avez dû le voir, ou le top management a dû le voir. Alors, les 5 étapes, c'est le vif dans notre sujet. C'est que, alors, les 5 étapes pour réussir la certification ISO, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ce sont des étapes qui sont simples, qu'on va essayer de décortiquer. Certains d'entre vous connaissent déjà quelques-unes, mais on va quand même les passer en revue. Alors, la première étape, étant le diagnostic. Le diagnostic, c'est quoi? C'est un état des lieux, on va le voir en détail, par rapport à votre système, comment il est à T0 en ce moment et comment vous devriez le développer pour arriver à une conformité vis-à-vis du standard que vous souhaitez avoir. Alors après, il s'ensuit la planification, on va voir tout ça en détail. Après le déploiement, donc c'est la mise en route. Et par la suite, le contrôle, c'est la vérification du système, que tout va bien, que tout marche, avant de passer à la phase certification et dossier de certification. On va essayer de passer en revue les différentes étapes. N'hésitez pas à poser vos questions, je vais essayer de le traiter à la fin, comme on peut avoir une interaction à la fin. Alors, le diagnostic et la planification sont souvent sous-traités et donnés à quelqu'un d'externe. On va voir pourquoi. Alors, le diagnostic, c'est quoi? Alors, le diagnostic peut être fait sous forme d'un audit interne, c'est-à-dire réalisé par une ressource interne. Si vous souhaitez certifier, si l'entreprise souhaite certifier un système, de la qualité, par exemple, sur ISO 9001, de l'environnement sur ISO 14001, j'en passe, elle peut procéder à un diagnostic initial à travers un audit interne, c'est-à-dire on emploie une ressource interne qualifiée qui va faire une revue du système vis-à-vis des exigences du standard visé. Donc, c'est un audit interne. C'est une première façon de faire le diagnostic. Alors, deuxième façon de faire le diagnostic qui est assez répandue, c'est de faire appel à un organisme certificateur pour faire un audit à blanc. Ça veut dire qu'on n'a pas la ressource en interne, ou bien on a la ressource, mais il faut qu'elle soit accompagnée. Donc, on fait appel à un cabinet de certification pour faire l'audit à blanc. Alors, la troisième option, si on peut dire ça, ainsi, c'est l'audit de conformité réalisé par un organisme d'accompagnement d'audit, de conseil. C'est l'équivalent d'audit à blanc, sauf qu'il n'est pas tranchant, il n'est pas fait par un organisme certificateur, mais c'est une évaluation qui est faite de tout le système dans le sens du conseil. Et on voit que dans la majorité des cas, c'est un retour d'expérience de Providev. Lorsqu'on entame un diagnostic, on trouve qu'une entreprise qui fonctionne normalement avec des procédures standards, sans avoir eu auparavant un système, est généralement aux alentours de 30% de conformité. Alors, qu'est-ce qu'on recherche? Alors, on recherche des ressources. Est-ce qu'on a des ressources pour faire aboutir le système, pour être certifié? Est-ce qu'on a de la qualification? Est-ce qu'on a une personne qui est qualifiée? Est-ce qu'il y a de la réalisation? Est-ce qu'il y a des procédures qui tournent, qui sont mises en exécution? Est-ce qu'on a de la documentation qui suit tout ça? Des enregistrements, des fichiers, un système documentaire qu'on va voir par la suite. Tout ça dans le but d'apprécier l'engagement de l'entreprise globalement, du top management on va dire, jusqu'au niveau employé. Et le système de traçabilité, est-ce qu'on a un système, est-ce qu'on a une traçabilité? Est-ce que tout ce qu'on fait est écrit, est formalisé? Et on essaie de voir globalement la conformité. Est-ce qu'on a les différents chapitres de la norme déployés au niveau du terme? Alors, l'audit à blanc est une prestation externalisée, donc externe, et l'audit de conformité est également une prestation externe. Je vais marquer tout ce qui est externe pour que vous puissiez par la suite faire une synthèse et voir par vous-même ce que vous pouvez faire vous-même si vous êtes responsable de qualité, plus HSE, et ce que vous pourrez sous-traiter par la suite. Alors,
Premier volet, on l'a vu, c'est le diagnostic. Alors, deuxième volet, c'est la planification. Alors, la planification, c'est ce qu'on est en train de voir. Elle passe par 4 niveaux, par 4 étapes. Donc, la première étape, c'est désigner le chef de projet. Et ça, généralement, ça se fait d'une manière automatique parce que lorsque l'entreprise souhaite se faire certifier, elle a déjà, on veut le profil de celui qui va porter le projet. C'est généralement responsable qualité, responsable des fois production, responsable maintenance, ça dépend du standard. Donc, la personne désignée doit être nommée, c'est-à-dire que sa nomination doit venir du top management, doit avoir la qualification. On ne peut pas placer quelqu'un qui n'est pas qualifié sur un standard. Ça va être un projet qui ne va pas aboutir. Il doit être du mieux qu'on peut. Il doit être expérimenté, il doit avoir eu au moins une expérience dans ce sens. Il doit être quelqu'un d'écouté. Pourquoi quelqu'un d'écouté? Parce qu'il doit gérer par la suite une équipe qui va travailler sur le projet. Donc, j'essaie de... Moi, je vais... Ah, alors, et ça, c'est un effort qui va consommer environ 5% de l'effort planification. Alors, vient par la suite la partie désigner l'équipe du projet. Alors, le chef du projet va désigner l'équipe du projet. C'est une tâche qui généralement nécessite un arbitrage parce qu'on a généralement du mal à choisir les personnes. Est-ce qu'on va prendre des gens de la science qualité, de la production, de la maintenance? Est-ce qu'on va faire un mélange de tout ça? C'est une étape qui nécessite un consentement. On ne peut pas choisir des gens et les forcer, donc il faudrait que ça soit fait on va dire, dans la participation, et les personnes ne sont pas toujours disponibles. Et ça, c'est également une contrainte. Ces personnes-là doivent être toujours nommées. Alors, spécialisé veut dire qu'on ne doit pas prendre quelqu'un qui connaît rien au standard et le placer sur le projet, à moins qu'on puisse l'accompagner par la suite par les formations adéquates. Les personnes qu'on doit mettre sur l'équipe de projet doivent être responsabilisées. La manière la plus simple pour faire ça, c'est de mettre le projet qui est en cours de certification sur leurs objectifs annuels. Si on ne fait pas ça, alors la personne qu'on va mettre sur l'équipe va se focaliser sur ses objectifs personnels, professionnels plutôt, mais on va dire dédiés, définis dès le départ, et ne va pas travailler sur le projet qu'on va ramener en cours de route. Challenger, c'est-à-dire qu'on doit vérifier à chaque moment leur état d'avancement, l'état d'avancement des travaux qui leur sont alloués. Désigner l'équipe de projet consomme environ 10% de l'énergie allouée à la partie planification. Alors, la partie qui va suivre, c'est la partie fixation des délais. Une fois on a le chef de projet, on a l'équipe du projet, on doit fixer des délais. Alors, les délais qu'on se fixe généralement dans un projet d'accompagnement sont généralement pas acceptés. On se dit que c'est trop serré, qu'on n'a pas le temps, pas toujours respectés. Des fois, ils sont acceptés, mais au fil du temps, les personnes qu'on a choisies, l'équipe qui est sur le projet, ne répond pas, on va dire, aux délais qui ont été fixés au départ. Et ou des fois, ils ne sont carrément pas suivis. C'est-à-dire que la personne qui est chargée de suivre le respect des délais ne fait pas son travail, alors les délais sont là, mais ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas suivis. Pour cela, il faut que les délais soient raisonnables. On ne doit pas serrer les gens, on ne doit pas mettre des délais qui sont contraignants. Il faudrait que les délais soient définis avec consentement, d'un commun accord. Ça rejoint le deuxième point, il faut qu'il soit convenu, il faut qu'il soit là. Ça veut dire que si on s'accorde un délai, même s'il est raisonnable à notre sens, il faudrait qu'on rajoute une marge de sécurité pour qu'on puisse respecter ce délai. Il doit être formalisé, c'est-à-dire qu'on ne doit pas placer des délais verbalement, il doit être tracé, formalisé, remonter carrément au niveau top management pour que l'engagement soit effectif. Cette partie de fixation, on va dire ce créneau de fixation des délais consomme environ 30% du temps et de l'énergie consacrée à la planification. Alors le 55%, et bizarrement, est consacré au go, c'est-à-dire à la décision de commencer le projet. Ça, on l'a constaté souvent, c'est qu'on a le chef de projet, on a l'équipe, on a les délais, mais le go tarde. La direction, le top management ne donne pas son aval, donc le projet est mis au tiroir, donc il s'attend, et on en attend un certain temps pour que le projet aboutisse. Le déploiement est la troisième phase.
Donc, dans le déploiement, il y a la partie formation de base. Alors, une fois que vous avez l'équipe de projet, vous avez les délais, vous avez soit deux options, soit vous allez décider de mener vous-même le projet, ou bien vous allez sous-traiter le projet et le faire avec quelqu'un d'autre. Alors, à ce moment-là, le déploiement commence, et ça commence avec des formations au standard. Ce sont les formations en base. Si vous allez mettre la 9001, il faudra former tout le monde à l'ISO 9001, du top management jusqu'au niveau opérateur. Vient après, en deuxième lieu, des formations complémentaires, des formations techniques plus spécifiques, essentiellement pour l'équipe du projet, également pour les collaborateurs. Par formation spécifique, on peut désigner les formations qui sont relatives à la gestion des risques, à l'évaluation des risques, les formations en méthode SWOT, résolution des problèmes, les 5 S. Donc, tout ça, ce sont des formations techniques spécifiques qui vont accompagner le projet. Alors, on va voir également, en troisième lieu, dans le niveau déploiement, il y a le système documentaire qu'il faudra placer sur le terrain, donc il faudra déployer. Dans le système documentaire, il faut distinguer deux volets. Premier volet, il faudra mettre en place les informations documentées exigées par la norme que l'on doit mettre en place, qui correspond au standard qu'on doit certifier. Ça, c'est le premier volet. Deuxièmement, on doit mettre le système documentaire nécessaire pour répondre aux exigences. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier volet, ce sont les informations documentaires obligatoires. Deuxième volet, ce sont les informations documentaires nécessaires mais non obligatoires. Ce sont les procédures, les formulaires, les fiches suiveuses, etc. Alors, quatrième volet, c'est la mise en œuvre. C'est le rodage du système, c'est le démarrage du système. On a formé les gens, on a mis en place des procédures, des formulaires, des fiches. Alors, tout ça doit tourner à un certain moment. On doit exécuter les procédures, on doit exécuter les instructions. C'est la mise en œuvre. Et après vient la surveillance et la mesure, c'est-à-dire on va récolter des analyses et analyser les résultats de la surveillance et du contrôle mis en place. On a laissé le système fonctionner, on va venir pour surveiller, avoir des indicateurs, avoir des résultats, analyser, challenger. Donc, c'est la partie mesure et surveillance qui va venir en top de la partie déploiement. Alors, déploiement commence par les formations de base et finit par le stade mesure et surveillance. Alors, à ce niveau-là aussi, vous allez voir que plusieurs parties peuvent être sous-traitées, essentiellement les formations de base, formations complémentaires, la mise en œuvre et des fois la surveillance. Ça veut dire que des fois, l'entreprise n'a pas la compétence en interne pour assurer les formations de base, formations complémentaires, mise en œuvre et mesure et surveillance. Mais le système documentaire est généralement une tâche qui n'est pas très compliquée à faire, donc généralement, elle est déployée et développée en interne. Alors, étape 4, c'est la partie contrôle. Dans la partie contrôle, on retrouve les deux volets du contrôle. C'est l'audit interne, c'est le niveau 1 de contrôle. On va le planifier, l'audit interne, on va le réaliser, on va analyser les résultats, parce qu'on va avoir des non-conformités, ça c'est tout à fait normal, on va réajuster. Et le deuxième niveau de contrôle, c'est la revue de direction, c'est-à-dire que tout ce que nous avons récolté comme information, comme résultat, y compris les résultats de l'audit interne, va être soumis à la direction à un niveau supérieur. Le plus souvent, c'est le top management, c'est la direction générale, pour vérifier, d'abord parce que c'est une exigence, deuxièmement pour vérifier que le système est bon, qu'il est conforme, qu'il correspond aux objectifs qui ont été fixés par la direction au départ, pour donner effectivement le go pour la certification. Il arrive des fois que l'entreprise décide d'abandonner. Je vais essayer de revenir à. Ok. Excusez-moi, je suis juste revenu sur le volet muet. Alors, je disais que la revue de direction est un niveau de contrôle 2 qui va, in fine, dire qu'on va y aller ou non vers la certification du système. Alors, à ce niveau-là aussi, il y a des parties qui sont externalisées, qui sont généralement soit externalisées, soit elles sont faites en présence d'un cabinet accompagnateur. Ce sont généralement la réalisation de l'audit interne, l'analyse des résultats et les réajustements, c'est-à-dire le suivi des plans d'action. Alors, les étapes, la phase 5 toujours. La phase 5, on n'a pas vu la phase 5, on était au niveau de la phase, on était à la phase 4, la phase contrôle. Maintenant, la cinquième phase, c'est le dossier de certification. Alors, on a diagnostiqué, on a
on s'est rendu compte qu'on a du chemin à faire. Nous avons déployé le système, nous avons planifié avant, puis nous avons déployé, puis nous avons contrôlé, c'est la phase 4. On est arrivé, on s'était dit à l'issue de la revue de direction que notre système est bon, qu'on va le certifier avec un organisme certificateur. À ce moment-là, on va entamer la phase 5, step 5, c'est la certification. Alors, on commence par le dossier de certification. Alors, avant l'audit de certification, vous allez chercher à avoir une offre de certification. À ce niveau-là, l'organisme certificateur va vous envoyer un questionnaire de demande d'information et c'est essentiellement pour faire une évaluation basée sur la nature de l'activité et l'effectif. L'organisme, une fois qu'il a l'information sur votre activité, sur l'effectif, avec d'autres informations complémentaires, il va vous octroyer un certain nombre de jours d'audit, donc pour le standard que vous avez choisi. Alors, le jour de l'audit, l'audit va se dérouler en 2 phases, une revue du système documentaire à distance, c'est-à-dire l'organisme va vous demander de lui envoyer quelques procédures, les procédures clés, et il va aller voir à distance, il va voir un peu la recevabilité du système avant d'entamer l'audit sur site. Il arrive des fois que l'organisme certificateur renonce à faire l'audit sur site parce que le système documentaire qui a été envoyé est incomplet. Alors, l'audit de certification une fois mené sur site, on arrive à la phase après audit de certification où il y a lieu de statuer sur la recevabilité du système. Si votre système sort avec des non-conformités critiques, alors l'audit de certification est à refaire et vous n'avez pas de certificat. Si l'audit de certification ressort des non-conformités majeures, alors il y a un plan d'action qui doit être fait dans un délai et vous n'avez toujours pas le certificat. Si votre système sort avec des non-conformités mineures ou des observations, vous allez avoir votre certificat et vous allez avoir un plan d'action à gérer, des actions à exécuter. Alors, après l'audit, vous allez recevoir, vous êtes tenu de recevoir un rapport on va dire, d'audit, de certification qui va être remis au plus tard un mois après et un certificat qui va être remis après. Bon, ça dépend des organismes certificateurs, parce qu'il y a des organismes qui sont localisés dans votre pays, il y a d'autres qui doivent soumettre votre dossier à la maison mère, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Europe en général, en France. Donc, ça peut prendre du temps. Alors, l'avis sur la recevabilité et le rapport de certification, donc c'est des parties qui sont externalisées, qui sont faites par l'organisme certificateur. Alors, le cycle de vie d'un certificat, d'une certification, se présente comme suite. Alors, vous avez votre système qui a des exigences du référentiel satisfait. Alors, vous allez certifier en passant ou non par un audit tablant. Le tablant, il reste facultatif. Vous avez passé votre audit de certification, vous avez votre certificat. Après une année, et chaque année plutôt, vous allez avoir des audits de surveillance, notamment audit de surveillance année 1, audit de surveillance année 2, et après, il y a lieu de faire une reconduction du certificat et de la certification. Alors, troisième année, vous allez refaire la certification, vous allez passer par un audit de certification qui est à peu près équivalent à l'audit initial. Alors, le timeline, de l'étape 3 à l'étape 5, pour avoir une idée, donc si on passe par les chapitres classiques d'une certification normale, alors vous voyez qu'on reprend ici les chapitres classiques des standards qui sont basés sur la structure HLS, donc la structure commune de la majorité des systèmes ISO, des standards ISO plutôt. Alors, on voit que du contexte du démarrage jusqu'à l'audit tablant, qui est facultatif, comme je disais tout à l'heure, ça peut prendre 6 mois. Et arriver à l'audit de certification, ça peut prendre 9 mois. Alors, ça, c'est une moyenne. Retour d'expérience toujours, notre retour d'expérience, c'est qu'en commençant le déploiement, après avoir fait le diagnostic, vous avez 6 mois, 7 mois pour tout faire jusqu'au chapitre 10. Et généralement, l'entreprise se donne 1 à 2 mois pour revoir un peu son système avant de passer à la certification qui va tomber au 9e mois. Alors, ça peut s'élargir un peu plus, dépendamment de la taille et du standard, la taille d'entreprise et du standard choisi, comme ça peut être concentré
en 6 mois si l'entreprise a déjà avancé sur le déploiement du système. Alors, maintenant, on a vu les 5 étapes. Je vais recevoir vos questions par rapport à ça dans quelques instants. Et avant ça, je voulais juste vous dire que à Providef, on vous donne la possibilité de faire un diagnostic de votre système de management gratuitement. Alors, comment faire? Vous allez juste taper www.providef.com/demander-votre-diagnostic ou tout simplement vous rendre sur notre site web www.providef.com. Vous allez trouver un onglet, un bouton sur lequel vous allez pouvoir cliquer pour renseigner un petit formulaire de 3-4 questions et vous allez avoir votre créneau de diagnostic gratuit. C'est un diagnostic qui se fait à distance sur 45 à 60 minutes maximum. Vous allez avoir après un livrable, un rapport qui va vous présenter votre état de conformité par rapport aux standards choisis. Alors ça, c'est une prise d'écran d'une partie du rapport et vous allez avoir des diagrammes qui vont vous présenter votre état de conformité par rapport aux standards choisis. Cela va vous permettre, gratuitement, sans engagement de votre part, de voir déjà l'état de conformité de votre système par rapport aux standards choisis et de vous dire que vous d'aller ou non vers une certification ou vers une démarche de déploiement vers la certification. Alors, donc ceci étant dit, après avoir exposé les 5 étapes, simplifiées, pour revenir sur le détail si vous voulez, vous avez, si vous avez un système à certifier, votre entreprise souhaite certifier un système, vous avez 2 chemins. Soit vous allez vous dire, vous allez vous en charger vous-même. Alors, il faudra passer par le diagnostic, phase 1, la planification, phase 2, le déploiement, phase 3, le contrôle, phase 4, et la préparation du dossier de certification et déroulement de la certification, phase 5. Où vous allez vous diriger vers un cabinet qui va vous accompagner au niveau des différentes phases. Alors, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Donc, j'ai essayé d'être bref sur la présentation, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous ai mis également nos coordonnées si vous voulez nous joindre, contact@providef.com ou 06 75 055 223. Vous nous appelez directement, vous envoyez vos messages par WhatsApp. Je suis ouvert à vos questions. J'essaie de voir s'il y a des Bonsoir. questions. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Charles Ngoma. Je suis étudiant en master en management et développement durable à l'université, enfin, à l'école de commerce de Paris, les Business School. Oui. Et en fait, moi, le problème, c'est que sur la phase diagnostic, puisque j'ai déjà participé à la mise en place d'un système de management ISO 9001 et Oui. 14000 dans les prochains jours qui vont venir, parce que je serai en alternance chez l'entreprise Suez. Et en fait, dans la phase diagnostic, vous avez parlé, c'est la revue, en fait, c'est la revue de commentaires internes et on recherche vraiment la documentation et ça peut être soit des procédures, des consignes et bien d'autres documents. Alors, Et je n'ai pas dit ça. J'ai dit que mhm, le diagnostic est une oui, revue du système par rapport aux standards. Ça ne se limite oui. pas à la partie documentaire. Oui, mais à quel moment, voilà. Donc, du Oui, coup, si c'est à part, on doit revoir tout ça en fonction voilà, je pourrais dire que le standard ISO, parce que c'est oui, ça. oui, Mais à quel moment nous, on doit rechercher et la documentation? Parce que nous, normalement, pour identifier les écarts, oui, normalement, on doit voir la documentation. oui, mais pas que. Parce que, Hmm, Mais pas pardon? que la documentation. Pas que la documentation. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, Voilà. il y a des checklists qui sont toutes faites, comme vous pouvez Oui, produire votre checklist selon le standard voulu. Alors, il oui. faudra identifier au niveau du standard voulu les exigences qui ne se limitent pas à tout ce qui est documentaire. Sur un standard, vous avez la partie informations documentées qui sont obligatoires qu'il faudrait avoir. Je donnerai l'exemple de la politique, par exemple. Mais il y a Oui, également des exigences qui sont de fonctionnement et qui ne oui, se représentent pas sous forme de documents forcément. Lorsqu'on va parler au niveau du chapitre
set, par exemple, de la compétence et des Oui, ressources, il faudra oui, vérifier que vous avez la compétence et les ressources qui correspondent aux besoins du standard que vous êtes en train d'implémenter. Lorsqu'on va d'accord. parler de la partie maîtrise opérationnelle au niveau du chapitre 8, par exemple, dans l'IFNI Hein, 1, il faudrait vérifier qu'au niveau de votre système, vous êtes en train de tourner avec une maîtrise opérationnelle, avec probablement des procédures pour la maîtrise opérationnelle, mais pas forcément, mais pas obligatoirement des procédures. Ça veut dire que dans la conformité, on ne cherche pas que l'aspect document, mais on cherche la conformité globalement par rapport au standard. Alors, il y a des outils, comme j'ai dit, il y a des checklists qui sont faits par rapport à ça. mhm. Ils vous définissent des éléments à rechercher par chapitre jusqu'à arriver au chapitre 10. Et ça ne correspond pas toujours à des volets ou à des aspects documentaires. Donc, il y a des aspects qui ne sont pas documents, qui correspondent pas à la documentation qu'il faudrait vérifier, il faudrait les avoir pour avoir, on va dire, la garantie d'être certifié par la suite. D'accord. Mais en fait, tout ce que vous venez d'évoquer, je suis d'accord avec vous, monsieur. Mais Oui, en fait, le problème, c'est que quand l'entreprise déjà ne part de rien, surtout que aujourd'hui l'ISO, il parle enfin l'ISO, ça se parle dans les entreprises. Aujourd'hui, les entreprises ont besoin d'être certifiées pour démontrer ils vivent bien, voilà, vis-à-vis de leurs clients, tout comme à leurs fournisseurs, tout comme à leurs partenaires. oui. Mais le problème, parce que il part déjà de rien. Il part déjà de rien. Donc, ce que vous dites, c'est l'analyse de l'existant. Donc, l'analyse de l'existant, normalement, si j'essaie un peu de bien comprendre, peut-être que je ne comprends pas bien, vous allez me faire comprendre. Ok. Et ouais. Dites-moi. Et oui. Et la recherche documentaire, parce que moi, pour moi, enfin, la recherche documentaire, normalement, ils ont déjà des procédures. Parce que c'est une entreprise qui tourne. Il part de rien. Alors, juste pour rebondir sur ce point, alors une Oui. entreprise qui veut se faire certifier n'a pas forcément besoin de procédures, d'un tas de procédures. Et c'est ça la nouveauté des normes ISO version 2015. C'est-à-dire qu'une entreprise, avant, elle devait avoir un arsenal de procédures et de documents pour être certifiée. Ce n'est plus le cas. L'entreprise peut être certifiée sans avoir de procédure carrément. Les informations documentées obligatoires dans les standards, elles sont claires et ne parlent nullement de procédure. Vous êtes obligé d'avoir une politique, oui, qu'elle soit Mhm. documentée, oui, mais Oui. vous n'êtes pas obligé d'avoir des procédures à côté. Les procédures sont des outils documentaires nécessaires, des fois, Oui. mais pas obligatoires. C'est ce que j'avais dit au départ. Il faut faire la nuance entre nécessaire et obligatoire. Et quand je vais D'accord, faire d'accord, l'évaluation, je comprends bien, monsieur. très bien, il n'y a Merci. pas de souci, je vous en prie. Ouais. D'autres questions Non, 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 non. Il y Très en bien. a pas, parce qu'en fait, moi, les procédures, pour moi, je voyais que c'était, en fait, je confondais entre procédure et documentation obligatoire, tout comme Non, légale, parce que justement. Mais c'est l'obligation vient différent. du droit, vient de la légalité, qui est, enfin, les lois qui sont, les arrêtés, par exemple, pour les ICPE, voilà. Et, Oui, ok, ça c'est obligatoire, mais oui, oui. nécessaire pour le pilote du processus. Voilà, je fais la nuance, j'essaie un peu de capter. Merci, monsieur. Très bien, je vous en prie. Alors, il y a une question bon, on demande est-ce que vous pouvez avoir accès à cette présentation? Je pense oui, elle est enregistrée, donc vous allez par la suite pouvoir avoir accès à cette présentation sans souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je vais essayer de lire. Alors, il y a une question qui dit si pendant la durée de validité du certificat, un contrôle se rend compte que la société a donné des informations fausses, il y aura retrait du certificat. Alors, il faudra savoir que les contrôles au niveau des systèmes ISO, ils sont planifiés et ça veut dire que vous n'allez pas avoir un contrôle inopiné. Ça se fait très rarement, je pense même pas. Donc, les contrôles sont planifiés. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir un contrôle inopiné, mais lorsque vous allez avoir votre contrôle annuel programmé, euh, vous allez avoir, si un constat de fausse information a été fait, euh, il faudrait qu'il soit classé. S'il est classé non-conformité critique, alors certificat suspendu. Si il est classé parmi des non-conformités majeures non traitées, alors ce certificat pourrait être également suspendu.
S'il est classé parmi des non-conformités mineures ou observations, alors vous allez conserver le certificat et il faudra répondre à ça. Mais alors, donner des fausses informations, donc lorsqu'on est dans un système à certifier, on le fait certes pour avoir le certificat, mais on le fait également pour soi-même. On le fait pour que l'entreprise puisse en tirer profit. Alors pourquoi donner des fausses informations? Il faut savoir que le système ISO est un système très flexible. Ça veut dire que vous n'êtes pas tenu d'être conforme à 100%, du moment que vous avez la possibilité de gérer vos non-conformités mineures avec des plans d'action. Vous pouvez être conforme à 98% et 2%, vous allez les gérer à travers un plan d'action programmé. Donc, il ne faudrait pas du tout placer de fausses informations lorsqu'on est amené à certifier un système. Alors, comment peut-on prouver concrètement, prouver l'engagement de la direction dans la démarche ISO? Alors ça, vous allez le voir d'une manière très claire. Déjà, quel est on va dire le demandeur du projet? Si la direction demande, c'est vrai qu'il y a des fois une demande qui émane de la direction pour une certification d'un système suite à une demande d'un client, d'un marché. Là, vous allez avoir pas un engagement volontaire, mais vous allez avoir également un engagement parce que derrière, il y a un enjeu. Du moment que la direction décide de placer un investissement pour avoir une certification, alors à ce moment-là, l'engagement commence. Une entreprise ou une direction ne va pas placer un investissement, c'est comme un investissement. Il y a déjà la partie accompagnement, formation, puis la partie certification. Une direction d'une entité, de l'entreprise, ne va pas placer un investissement sur un processus de certification sans avoir un engagement. C'est vrai que ce qui se passe généralement, c'est que la priorité donnée au projet risque de changer dans le temps. C'est tout à fait normal parce que la direction peut avoir d'autres priorités, mais l'engagement du départ qui va pousser à faire l'investissement, à vous proposer de travailler sur le projet ou à vous imposer de travailler sur le projet, a quelque part une raison. Donc, l'engagement est toujours là. Des fois, vous allez vous confronter avec une absence d'engagement, pas au niveau de la direction, mais à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire entre vous et la direction. Euh, Parce que la direction veut placer le système, le certifier. Vous, vous êtes le porteur du projet, mais vous avez quelqu'un entre vous qui n'est pas très chaud au projet. Donc, c'est ce qui peut arriver des fois. Bonsoir, c'est toujours moi, cher Nkoma. Je voulais partager un peu mon retour d'expérience avec des amis par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure. Oui, Monsieur ce qu'il dit, c'est vrai parce que moi, quand j'ai participé à la certification 9001 dans une entreprise de fabrication des instruments des mesures vraiment, il y avait moins de motivation. Ce qu'il dit, c'est vrai, frère, que vous pouvez être confronté à ce genre de situation. Ce qu'il dit, c'est vrai parce que moi, quand j'étais en entreprise chez Emerson Process Management, en tant que stagiaire, ils m'ont recruté pour leur accompagner dans leur mise en place du système MSQ, système de management qualité. C'est ce genre de difficultés que j'ai rencontrées. exactement. C'est ce genre de difficultés que j'ai rencontrées. Premièrement, pour moi, les managers ou bien les équipes, ils n'étaient pas premièrement sensibilisés. Et secondo, ils n'étaient pas assez motivés, même les sous-managers. Il n'y avait que la direction, en gros, ce qu'il dit, c'est vrai, qui avait mis les ressources en jeu, qui avait mis les moyens possibles pour que la certification voit le jour. Mais dans l'intermédiaire, ce qu'il dit, c'est vrai qu'il n'y avait absolument rien. Oui, Et ils étaient tous, en fait, pour moi, je veux dire qu'ils étaient tous étonnés d'entendre parler du MSQ. Mais après, à un moment donné, pendant l'audit, il fallait expliquer, il fallait expliquer, il fallait expliquer. Donc, ça m'a demandé plus oui, des efforts, en fait, à fournir, double, très voire bien. triple, en Oui, tant qu'étudiant. Voilà, c'est pas évident. Parce qu'il dit, c'est exactement. vrai, c'est juste un retour d'expérience que je partage avec vous, Merci, avec ce que l'enseignant vient de dire, que c'est vrai, les gars, voilà, merci. c'est pas du gâteau, c'est pas facile. Alors, merci pour ce partage
on va dire, de votre retour d'expérience. Alors, je prendrai une question dans le même sens. Comment impliquer efficacement l'ensemble du personnel dans une démarche qualité? Alors, Pardon? alors, on a une autre question qui a été posée par rapport à la question dit, comment impliquer efficacement l'ensemble du personnel dans une démarche qualité? Alors, moi, je dirais que tout réside dans la première étape, diagnostic, et dans la deuxième étape, planification. Première étape, diagnostic. Alors, déjà au niveau du diagnostic, je vais voir l'état de conformité par rapport au système, au standard, mais je dois voir également les ressources. Si vous vous souvenez, dans le slide, il y avait la partie ressources. Est-ce qu'il y a un engagement? Ressources, engagement. Est-ce que j'ai les ressources? Est-ce que j'ai l'engagement? Ça, c'est important, déjà au niveau du diagnostic. Donc, pour dire est-ce que je vais y aller ou pas vers une certification de ce système. Deuxième partie, au niveau de la planification. Si vous vous souvenez de la pyramide, je vais passer en bas de pyramide comme premier élément, donc la formation au standard. J'ai dit qu'il faut former le top management et former le personnel. Alors, cette formation, des fois, elle se déroule d'une manière très classique, c'est-à-dire on vient, on fait des présentations PowerPoint du standard au personnel. Alors, ils comprennent 50%, 40, 30%. Ils sortent de la formation pas très convaincus, pas très motivés, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire, et surtout, ils se disent que c'est une tâche en plus. Alors, c'est à ce niveau-là exactement que tout se joue. Au niveau de la formation, au standard, il faudra faciliter, simplifier, impliquer, motiver, et à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir les gens avec vous. Si vous les avez avec vous, dès les premières formations standards, dès le premier jour, on va dire, de la planification du déploiement, vous allez les avoir tout le temps. Ça, c'est une partie. Une deuxième partie, c'est il faudrait que le projet, on l'avait vu également, il faudrait que le projet soit inscrit dans les objectifs individuels de chacun. Sinon, vous n'allez pas avoir l'engagement des gens. Alors, j'ai une autre question. Que doit livrer un responsable qualité à la direction générale? Alors, à la direction générale, on doit livrer au départ une vision sur le projet, les ressources, le timeline, combien ça va prendre, combien ça va coûter, ça c'est au départ. On doit livrer à la direction générale régulièrement un état d'avancement du projet, l'implication du personnel, les cas qui nécessitent un arbitrage. Vous allez avoir des gens qui ne sont pas avec vous sur la démarche, donc il faudrait impliquer la direction pour arbitrer, les retards sur les délais, le manque de coopération. Après, à la fin, vous allez livrer à votre direction générale un système qui est là. Au niveau de la revue de direction, c'est-à-dire que vous allez discuter la revue de direction, vous allez livrer à ce moment-là à la direction générale le rendu final de votre système avec ses résultats, avec ses performances. Vous pouvez également, et c'est une bonne pratique, chiffrer tout ce que vous avez au niveau du système, même s'il s'agit d'un système qualité. Donc, il faudra chiffrer tout ça afin qu'il soit mieux perçu par la direction générale, parce que des fois, la direction ne voit que les chiffres, et c'est tout à fait normal. Et à la fin, vous allez présenter à la direction générale le certificat, et ça va vraiment lui faire plaisir. Alors, je vais prendre une autre question. Merci pour cette présentation, je vous en prie. Pour une nouvelle startup, est-ce qu'on sait de se lancer dans le processus de certification ISO 9001, ISO 13485? Je n'ai pas très compris la question. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va accompagner, quelqu'un qui va certifier? Alors, c'est une question de Aladdin. Oui, merci beaucoup pour cette Oui, présentation, monsieur. je vous en prie. Euh, on voulait faire monter une start-up Oui, dans le domaine de e-santé, c'est-à-dire le health tech, et on aimerait bien sûr, après avoir euh, oui, évoqué les bienfaits pour une société qu'elle soit certifiée ISO 9001 et tout ça. Donc, oui. on- on- honnêtement, on n'a pas assez d'informations. Est-ce qu'on peut se lancer dans Vous voulez la accompagner les gens pour certification? se faire certifier? Non, C'est ça? non, 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 non. OK. Nous sommes des fondateurs de la société, mais on n'a Oui. pas Mais quel est assez votre produit ou d'informations. service? Qu'est-ce Voilà. Donc, qu'est-ce que on vous allez produire? essaie. Oui. Voilà. Pardon? Qu'est-ce que vous allez produire? Quel est votre produit? C'est une solution logicielle. Oui. Et aussi, on a aussi, Appliqué aux dispositifs médicaux, c'est ça? voilà, c'est des dispositifs médicaux et Oui. aussi,
Aussi, on aura besoin d'échantillons médicaux pour les stocker, pour les Ok, transporter. très Donc, bien, on a un processus de… très bien. Voilà. Donc, Alors, en tant oui, que, c'est-à-dire en tant que fondateur, on n'a pas assez d'informations sur toutes les étapes très bien, de certification. très bien. Voilà. Est-ce qu'on peut Alors, avoir quelqu'un en externe pour oui, chapeauter tout ça? Voilà, c'est oui, ça la question. très bien. Alors, Merci. nous avons lancé, nous, cabinet Provident, bon, on avait lancé un projet d'accompagnement d'une entreprise à la certification ISO 13485, qui est la norme obligatoire, le standard obligatoire pour tous ceux qui traitent des dispositifs médicaux. Il faut savoir que la direction DMP, la direction du médicament, a fait sortir, avec le ministère de la Santé, donc c'est sous la tutelle du ministère de la Santé, il a fait sortir un texte de loi obligeant ceux qui traitent ou gèrent des dispositifs médicaux, selon différentes catégories, à être certifiés ISO 13485 avec un délai a été octroyé. Donc, pour répondre à votre question, vous serez tenu d'être certifié ISO 13485, donc vaut mieux commencer par ça, mais toujours est-il que dans la 13485, vous avez une grande partie de la 9001. Ça veut dire que si j'étais à votre place, je lancerais les deux à la fois, parce que dans la 13485, j'ai du 9001, et, sauf que je vais traiter d'autres aspects, on va dire, périphériques, mais ça serait plus intéressant de lancer les deux, avec priorité à la 13485 pour être en conformité avec l'obligation légale. Alors, obligation légale, 13485, 9001, ça serait très utile de la greffer parce que vous allez vous distinguer. Souvenez-vous de ce qu'on a dit au départ, vous serez peut-être le seul ou la seule entité, si vous êtes au Maroc, à être certifié ISO 13425 par obligation, parce que vous gérez des dispositifs médicaux, mais vous allez être les seuls à être certifiés ISO 9001 dans le développement de solutions appliquées aux dispositifs médicaux. Vous allez trouver dans 1 an, 2 ans, 3 ans, des entreprises qui seront semblables à la vôtre, qui vont traiter des dispositifs médicaux, qui seront certifiés par obligation 13485, mais qui ne sont pas forcément ISO 9001. Alors, il y a une différence entre les deux, mais les deux peuvent facilement s'imbriquer et je vous conseille d'aller vers les deux. Donc ça, c'est un conseil à vous donner. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc 13 485, par obligation, il faut la préparer parce que vous avez un délai de 3 ans. 9001, Merci bien, monsieur. très utile de Merci bien, l'avoir monsieur. 9001 parce que c'est une partie de la 13 485. D'accord. Merci bien, monsieur. Je vous en prie, ça allait. Je vous en prie. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous dispensez des formations en hygiène et sécurité alimentaire? Oui, on dispense. Vous pouvez voir ça sur notre site www.providef.com. Alors, je viens de voir des commentaires par rapport au son. Excusez-moi, j'espère que vous avez pu avoir toute l'information. Est-ce que vous avez d'autres questions? De toute façon, nous sommes ouverts à vos questions, même après le webinaire. Vous pouvez nous envoyer toutes vos remarques, toutes vos questions éventuellement. Donc, s'il n'y a plus de questions, on met fin à la réunion. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais revenir toujours à l'état diagnostic, Oui. sur l'étape diagnostic. Est-ce qu'il est nécessaire de questionner l'entreprise sur toutes les questions qui sont demandées à la norme, ça dit à partir du chapitre 4, le contexte de l'organisation, Oui. et jusqu'au chapitre 10? Oui. Est-ce qu'il faut choisir des questions ou il faut vraiment balayer toute la norme? Non, il faut balayer toute la norme, Oui. mais tout en étant connaisseur de la norme. Parce qu'il ne faut pas prendre tout et n'importe quoi. Oui, Il faut être capable de déceler les exigences. Parce qu'il y a des fois oui, des exigences qui ne s'appliquent pas à l'activité, surtout si on est oui, sur du food, hein, la SSC 22000, ISO 22000. oui,
On peut être sur une activité au niveau de laquelle on n'a pas de la conception et le développement. Alors, on va commencer à Oui, questionner l'entreprise par rapport à ça. Donc, il faut être connaisseur de la oui, norme. Il faut oui, connaître l'entreprise et son fonctionnement. Et il faut savoir déceler les obligations qui sont applicables à l'entreprise. Mais d'accord, il faudrait quand même avoir la checklist détaillée et vous allez sauter les sections qui s'appliquent pas à l'entreprise. d'accord. Et mais la checklist, elle peut être élaborée en interne, c'est Oui, possible? bien sûr. Elle peut être élaborée en D'ac- interne si vous avez les connaissances, on va dire. Parce qu'une De norme, la norme. de la norme, oui. Il ne faut pas faire une lecture superficielle de la norme et sortir avec une Oui, checklist. Si au d'accord. moins je veux faire moi-même la checklist et que c'est mon Mhm. premier contact avec la norme, il faudra lire la norme une, deux, trois, quatre fois. Parce qu'après chaque lecture, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont submerger, des choses à capter, des choses à placer. Donc, il faudrait lire la norme plusieurs fois. Oui, Et à ce moment-là, vous pouvez. Moi, ce que je préconise, c'est quand même soit oui, chercher des checklists qui sont élaborées par des professionnels. Des fois, oui. ils sont disponibles gratuitement, ça c'est standard. Non, mais parce Oui, que ces check-in, c'est pas détaillé. Il pose une question. Même oui, parfois, toi-même, tu as des difficultés pour comprendre. Parce que oui, l'objectif, quand vous passez l'audit, c'est oui, de poser la question à la personne. oui, Et derrière cette question, en fait, quand vous posez la question, en fait, vous attendez un retour. oui, Vous attendez un retour et est-ce que ce retour, il est satisfait ou pas? exactement. Satisfaisant ou pas? Alors, il y a une chose, c'est que checklist ne veut pas dire question à poser. Checklist, ce sont des Mhm, questions pour lesquelles il faut avoir des réponses. Ça veut dire que si je prends le chapitre 4 et que j'ai 5 questions au niveau du chapitre 4, ce ne sont pas 5 questions à poser à quelqu'un pour avoir des réponses et à placer sur un fichier Excel. Ce sont 5 questions sur lesquelles je dois avoir des réponses, des fois des réponses de pratique, des réponses oui, terrain, des oui, réponses engagement. oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est je des comprends choses. parce que moi, je me suis confronté à une difficulté quand j'ai passé les audits, Oui, toujours dans la même boîte, c'est que quand j'ai posé la question, parce que l'objectif, c'est de partir sur une base d'entonnoir, c'est-à-dire faire les questions qui sont poser des questionnaires qui sont plus ouverts oui, et aller aux questionnaires qui sont fermés. exactement. Et je me Oui, suis retrouvé devant un manager où j'ai posé la question, mais il était très technique. oui, Et il était technique, donc du coup, à un moment donné, je me suis perdu. oui. Et je me suis perdu. Ben, mais moi, personnellement, bon, enfin, c'est l'exercice enfin, qui nous a été partagé pendant ma formation et Alors, j'ai essayé de me calmer. Après, voilà. Mais alors, au final, je n'ai rien obtenu. oui. Alors, j'ai dit tout à l'heure que pour faire la partie diagnostic, il faudrait connaître la norme, il faudrait connaître aussi le métier. Parce que quand on connaît la norme et son esprit et sa philosophie, quand on sait lire entre les lignes au niveau de la norme, Mhm, et quand on connaît le métier de l'entreprise, on mhm. est rarement coincé. Parce que les réponses techniques qui sont fournies par un manager peuvent être facilement Oui, interprétées quand je connais l'activité. Et oui, quand je connais ça, la c'est norme, vous je avez peux vous orienter avez mes raison. questions de façon à avoir la réponse que je veux. Donc, il faudrait connaître la norme, connaître le process et procéder à l'audit. C'est pour cela que je recommande vivement aux gens de faire appel à des professionnels pour la partie diagnostic, ne serait-ce que pour la partie diagnostic. D'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé, nous, notre cabinet, à faire cette partie-là gratuitement. Parce qu'on se dit que c'est une partie qu'on fait nous en ligne à travers un outil qu'on a développé. Quand, quand la partie diagnostique est bien faite, tout le reste peut se faire d'une manière très, très, très fluide. Parce que du diagnostic, des fois, quand quelqu'un qui ne maîtrise pas trop la norme fait son diagnostic, eh ben, il va se retrouver avec des écarts qu'il considère, lui, euh, on va dire, Mineur. majeurs, au contraire, majeurs. Alors que nous, arrivant avec un œil, on va dire, externe,
on arrive à déceler des choses, des points forts qui sont au niveau de l'organisation, qui répondent aux questions qu'il a dû zapper, qu'il a dû ignorer. Donc, il ne faudrait pas lire des questions pour trouver des réponses directes. Il ne faut pas chercher des réponses directes aux questions qui sont sur la checklist. Il faudra essayer de chercher au niveau de l'entreprise qui pourrait répondre au système. Et je vous dis une chose, toutes les entreprises qui fonctionnent, une entreprise qui a des employés, qui produit un service, qui derrière donne des salaires, a au moins 45 à 50% d'un système ISO 9001. Au moins, ça sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'une personne que vous allez placer sur un service ou sur une ligne de production, vous l'avez formé, donc vous avez de la compétence. Ce produit, lorsqu'il est non conforme, vous allez le jeter, vous allez le retransformer. Donc, vous êtes dans la modification. Donc, vous êtes dans le produit accepté. C'est-à-dire que vous êtes souvent dans la 9001 sans le savoir. Donc, il faudrait quand même, quand un diagnostic est à faire, il faudrait le faire du mieux avec un professionnel. Après, tout ce qui va venir après, vous pouvez le faire vous-même. Mais le diagnostic au moins, on va dire c'est la phase de départ, donc c'est la case de départ, pardon, elle doit être faite avec quelqu'un de professionnel. Alors, il y a une question directe, technique. Bonsoir, comment faire l'analyse des parties intéressées par rapport à la maîtrise? Donc, s'il y a deux questions, je vais essayer de répondre, mais de manière superficielle, parce que ce n'est pas vraiment dans le scope d'aujourd'hui. Alors, l'analyse des parties intéressées, il faudrait recenser les parties intéressées. Vous devez le connaître. Généralement, on va dire, il y a un spectre de parties intéressées. Il y a la partie intéressée externe, interne. Donc, l'interne, il y a le personnel. Donc, il y a du personnel des fois. Donc, l'externe, il y a les clients, il y a l'État, il y a plusieurs choses. Donc, il faudrait balayer, en fait, l'environnement interne et l'environnement externe pour identifier les parties. Et après, les analyser, c'est voir. L'analyse des parties internes se fait en parallèle avec l'analyse des enjeux. Des fois, vous allez retrouver des entreprises qui placent des parties intéressées qui ne figurent pas dans les enjeux, qui n'ont pas les enjeux. Les enjeux ont été définis dans un sens, les parties intéressées ont été définies dans un autre sens. Tout ça n'a pas de sens. Il faudrait que les enjeux définis correspondent à des parties intéressées et inversement, les parties intéressées doivent correspondre à des enjeux identifiés. Donc, chercher les parties intéressées, c'est la première phase. Analyser, c'est-à-dire voir pertinence, voir importance et voir exigence. C'est trois parties. Pertinence, importance, exigence. Pertinence, ça nous permet d'écarter des parties intéressées. Importance, ça nous permet de classer, de donner de la priorité, donc prioriser. Et exigence, ça nous permet d'identifier ce qui est demandé par ces parties, il faudrait le satisfaire. Par rapport à la maîtrise opérationnelle, c'est tout un chapitre dont différentes normes. On ne peut pas répondre à ça comme ça, il faudrait partir avec des exemples. Mais globalement, la maîtrise opérationnelle, d'ailleurs, c'est tout ce que l'entreprise fait pour que son produit, que la production de son produit ou de son service soit maîtrisée. Dans ça, on peut trouver des procédures de fonctionnement, on peut trouver des modes opératoires, des instructions, comme on peut avoir de la maîtrise opérationnelle sans carrément de procédure. Il y a des entreprises qui tournent avec des fiches, avec un système informatisé. Il y a des entreprises zéro papier. Alors, ils n'ont pas de procédure, ils n'ont pas de formulaire, ils travaillent avec des systèmes informatisés et qui maîtrisent ce qu'elles font. Donc, la maîtrise opérationnelle, c'est tout ce qui fait que toutes les parties, on va dire, concernées au niveau de l'entreprise par le système, produisent le produit et le service de manière à avoir le produit et le service conforme avec une certaine maîtrise. Dans la maîtrise rentre la maîtrise du produit non conforme, des taux de non-conformité. Bon, il y a tas de choses à dire, mais il faudrait prendre quand même un exemple et développer pour pouvoir, on va dire, parler clairement de la partie maîtrise. Mais maîtrise, c'est tout
tout ce qui est fait au niveau d'entreprise pour produire un produit et un service qui est conforme aux vœux du standard choisi. Et généralement, ce sont les procédures opérationnelles, les fiches suiveuses, les formulaires, les enregistrements, tout ça rentre dans la maîtrise. Alors, à titre indicatif, combien ça coûte la certification? Alors, la certification, ça dépend du standard. La certification est calculée sur un certain nombre d'hommes-jours. Ça veut dire, dépendamment de la taille d'entreprise et de son activité et du standard voulu, on va vous affecter un certain nombre d'hommes-jours. C'est-à-dire, votre audit de certification, il va nécessiter combien de jours, combien d'hommes par jour. Et puis, une tarification unitaire est appliquée. On va vous dire, on a besoin pour certifier votre système de 2 jours avec la présence de 2 auditeurs. Alors, 2 auditeurs, 2 jours, fois un prix journalier par auditeur. Donc, ça vous fait 4 fois X. Ça dépend du standard, parce qu'il y a des standards pour lesquels les auditeurs sont disponibles localement, donc le prix est généralement raisonnable. Il y a des standards pour lesquels l'auditeur n'est pas disponible localement, donc la 13485. Et à ce moment-là, il faudrait faire appel à une ressource externe et le coût va monter en conséquence. Alors, mais c'est des budgets qui sont très abordables, d'autant plus que ça va avec la taille de l'entreprise. Plus l'entreprise est de taille petite, puis le budget est réduit, puis l'entreprise prend de l'importance en termes d'effectifs et d'activité, puis le budget augmente. Mais ça, on reste dans des montants assez raisonnables. Ce n'est pas le coût de la certification qui est, on va dire, difficile à gérer, compliqué à gérer, c'est plutôt la démarche de mise en conformité pour arriver à la certification. Mais on pourrait, si Aladine, on pourrait en parler de ça si vous voulez. Vous avez mes coordonnées, on pourrait en parler de ça après, parce qu'on peut faire une simulation et avoir un coût pour vous, pour les standards que vous avez cités. Vous avez parlé de 13 485 et la 9001, on peut avoir un chiffre pour vous par rapport à ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonsoir, c'est pas une question, mais je voulais demander si c'était possible pour vous d'organiser un webinaire sur le management processus. Oui. Si Et, ça retient l'attention de tout le monde, s'il y a des gens qui voudront ouais, mais parce que ça, pour moi, c'est un gros sujet enfin, pour moi, c'est un gros sujet. Ça fait très bien. partie de la norme où certains nombres des personnes où parfois ils captent pas trop bien. Moi, je veux dire, ils captent pas trop bien. C'est quoi le management processus? Et même moi-même, j'ai des difficultés à pouvoir bien décortiquer parce que il y a tout ce qui est cartographie, tout ce qui est fiche processus. Et donc, Oui, c'est vraiment un gros sujet. C'est vraiment un gros oui, sujet. Et moi-même que je souhaiterais bien comprendre parce que déjà, c'est pour une première fois que je participe. ok. Je remercie même le bon Dieu pour moi d'être ici. Oui, et donc si vous pouvez animer Alhamdulillah. ça prochainement, si ça capte aussi l'intention de tout le monde, Oui, ben, pour moi, très c'est bien. bien, quoi. Alors, on va le placer et on va voir si, comme on venait de dire, ça capte l'attention des gens. Oui, on pourrait bien le placer. On avait placé avant cela 2 webinaires qui étaient intéressants, qu'on pourrait reproduire si tout le monde est d'accord. Alors, il y avait le webinaire sur la structure HLS. C'est un webinaire sur la structure commune des différentes normes ISO classiques qu'on connaît, la 9001, 14001, 45001, 50001 aussi. C'était un webinaire très intéressant. Il y avait une ambiance très agréable, il y avait de l'échange. Il y avait également le webinaire sur la gestion des tableaux de bord selon une norme. Et ça, c'était également intéressant. Donc, on peut reproduire déjà ces deux-là et venir avec celui sur la gestion des processus. On va Oui, le placer, on va voir si je à la voulais demande, aussi, on passera.
je voulais aussi compléter auprès de mes amis qui sont connectés que c'est le cœur du sujet, en fait, sur la norme. C'est aussi le cœur du sujet sur la norme. Oui, Et donc, si vous et nous, futurs responsables ou futurs ingénieur une fois dans peut-être 2 ans, 3 ans en entreprise, si on n'arrive pas aujourd'hui à bien décortiquer cette partie qui me semble pour moi, compliquée, c'est-à-dire pour comprendre l'approche dynamique et l'approche descriptive en termes de management de processus, demain après-demain, on aura des difficultés pour bien comprendre l'activité, pour bien distinguer l'activité aussi. Voilà. Merci oui, beaucoup. je suis d'accord, donc je vous remercie. Alors, on va placer cette proposition. Je pense qu'il y aura du monde, parce que c'est le cœur, comme vous avez dit, de démarche qualité, notamment ceux qui veulent certifier leur système ISO 9001. Donc, il faudrait adopter l'approche processus. D'ailleurs, même pour les autres standards qui ne demandent pas forcément et obligatoirement l'approche processus, il est toujours utile de démarrer par cette approche et de continuer par la suite sur les exigences du standard voulu. On va le placer en tant que webinaire. On va essayer de voir s'il y a des membres qui seraient intéressés. Et suivez-nous sur notre page Providev, sur LinkedIn, sur Facebook aussi. On publie souvent euh, des rencontres webinaires. Donc, vous êtes le bienvenu. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vais voir est-ce que vous pouvez nous recommander une norme ISO pour certifier des logiciels dans le secteur médical? Merci encore pour votre aide. Alors, le norme ISO pour certifier des logiciels dans le secteur médical. Alors là on a deux volets. On a le volet logiciel et on a le volet secteur médical. Alors, dans le secteur médical, il faudrait qu'on voit est-ce qu'on est dans les dispositifs médicaux ou pas. Si on est dans les dispositifs médicaux, alors on a la norme ISO 13485 qui est là, qui est obligatoire pour tout ce qui est dispositifs médicaux. Surtout si on va recevoir les dispositifs médicaux et après les gérer par logiciel. Et ISO pour certifier le logiciel, je n'ai pas une norme en tête, mais je pourrais chercher pour vous si vous voulez. Et disons, certifier des logiciels, ça voudrait dire une norme technique, une norme, pas une norme de management. Ça pourrait être. Alors, les normes techniques, ce sont les fameuses, je donnerai l'exemple de l'ISO TS, c'est une norme technique. ISO 13445, c'est une norme plus ou moins technique, mais la norme ISO 9001, c'est une norme système qualité. Donc, je pense que pour avoir une norme ISO pour certifier des logiciels, on va devoir faire appel à une norme technique, ça d'une part. Je dirais mieux, pour certifier des logiciels, on va devoir faire appel à des normes EN, si on est sur l'Union européenne, ou des normes NF, si on est sur le système français. Donc, ça va se rapprocher plus du domaine de la certification des logiciels, je pense. Mais je vais quand même chercher s'il y a quelque chose par rapport à ça. Donc, médical ne voudrait pas dire grand-chose si je ne suis pas dans les dispositifs médicaux. Mais je vais chercher par rapport à ça et je vous enverrai une réponse. Alors, qui a posé la question? Je vais essayer de voir. C'est toujours Saladin. Est-ce que ça répond à votre question, Saladin? Oui, merci beaucoup, monsieur. C'est très gentil. Il n'y a pas de souci, je vous en prie. Enchanté. Merci beaucoup. Alors, on a un commentaire. Alors, est-ce que la formation est terminée? Oui, malheureusement, mais on a quand même l'enregistrement pour le diffuser par la suite. Alors, présentation enrichissante, merci. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Il y avait juste un petit souci par rapport au son. J'espère que ça a été par moment, que ça n'a pas été sur l'ensemble de la présentation. Lequel cas, on va poster la présentation du webinaire. Vous pouvez la revoir. À ce moment-là, vous pouvez peut-être ajuster le son et vous pouvez avoir une meilleure qualité de son. Donc, si
s'il n'y a plus de questions, donc, je vous remercie pour votre présence. C'est un plaisir. L'échange était au rendez-vous, comme toujours. Donc, je reste à votre disposition. Alors, il y a quelque chose par rapport à propos du guide d'accompagnement. Alors, si Aladdin, vous avez une question par rapport au guide d'accompagnement? Si Aladdin, vous êtes en train de poser une question par rapport au guide Oui, d'accompagnement? Oui? oui, j'ai Vous avez- essayé de télécharger en fait le guide Oui. d'accompagnement. Donc, Mhm. je ne sais pas si j'ai raté quelque chose, mais j'ai rempli le formulaire et puis je n'ai pas reçu Vous allez le le. recevoir. Ça prend juste un peu de temps, le temps de traiter, parce qu'on D'accord, reçoit la demande. Vous allez le recevoir. d'accord. Vous- Euh, Oui, Est-ce que ça peut se faire, c'est-à-dire vous pouvez faire ce service si on est en Tunisie, par exemple, bien est-ce sûr. que, Oui, oui. d'accord, Alors, d'accord, il y a, oui, on peut faire ça à distance. on D'ailleurs, peut faire, oui. d'accord, Alors, ce qu'on pourrait faire, lorsque vous remplissez le formulaire pour le diagnostic ou pour le guide d'accompagnement, alors d'accord, un consultant de chez nous va prendre contact avec vous pour programmer un appel visioconférence. Il va discuter avec vous votre besoin et la faisabilité de l'accompagnement. Donc, à ce moment-là, il va répondre à toutes vos questions. d'accord. Merci beaucoup, Je vous en monsieur. C'est prie. très instructif. Et Je vous en prie. au revoir. Merci. Au revoir, à très bientôt. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Donc, j'ai répondu à la question par rapport au sang. Où je peux trouver l'enregistrement de la formation. L'enregistrement de la formation, on va le mettre sur notre page LinkedIn. On va le mettre également sur la page Facebook. Donc, la page LinkedIn, c'est Providef. Vous allez taper Providef, Providef. Sur LinkedIn, vous allez être orienté dans notre page. On va cliquer à ce niveau-là. Ça va être un lien YouTube. Alors, vous allez retrouver également sur notre page Facebook, c'est la même chose, c'est Providef, Providef. Comment on pourrait vous l'envoyer à travers un lien WhatsApp ou un lien par mail. Donc, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Donc, j'espère avoir répondu à votre besoin et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à consulter notre site web et à consulter nos pages. Et restons en contact. Je vous souhaite très bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Merci à Bonne soirée à vous. vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur. Hein, c'est très gentil. Merci. Merci beaucoup.